Que vous soyez professeur, élève ou étudiant et que vous souhaitez réussir brillamment aux examens et concours, BFEM, Bac, FASTEF, CREM, UGB et bien d'autres, toutes matières confondues, vous êtes au bon endroit. Ici, nous expliquons clairement, nous simplifions les notions difficiles et nous vous accompagnons pas à pas vers la réussite. Bienvenue sur la chaîne YouTube Ibrahima Gomme Attitude, la chaîne de celles et ceux qui veulent comprendre, progresser et réussir. Abonnez-vous dès maintenant, activez la cloche et soutenez la chaîne pour ne rater aucune leçon utile à votre succès. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va décortiquer ensemble un des plus gros morceaux du programme de philo pour le bac, le rapport entre l'individu et la société. C'est un sujet absolument fondamental, non seulement pour réussir l'épreuve, mais aussi pour comprendre le monde dans lequel on vit. Alors installez-vous bien, on commence. Allez, pour bien démarrer, on se pose une question que je suis sûr on s'est tous posé un jour. Qui décide vraiment de la personne que je suis? Est-ce que c'est moi, ma volonté, ma conscience? Ou bien est-ce qu'au fond, je ne suis que le résultat de mon éducation, de ma culture, du pays où je suis né? C'est vraiment ça le cœur de notre débat. Et voici notre feuille de route. Regardez bien, on va avancer de manière très structurée. D'abord une introduction, puis une thèse, une antithèse et une synthèse. Ça doit vous rappeler quelque chose, hein? C'est exactement la structure qu'on attend de vous pour la dissertation. Et puis, restez jusqu'au bout, car en bonus, on verra la méthode pure et dure pour le bac. Allez, c'est parti. Bon, premier réflexe, et c'est une règle d'or en philosophie, avant de se lancer dans une discussion, on va savoir de quoi on parle. C'est la base. Donc, on va prendre 1 minute pour définir nos 2 termes clés. Qu'est-ce que c'est au juste un individu? Et qu'est-ce qu'on entend par la société? Alors, l'individu. Le mot vient du latin individuos, qui signifie ce qui ne peut pas être divisé. Pensez-y une seconde, on ne peut pas vous couper en deux sans vous détruire. Vous êtes une unité, un tout, c'est ça l'individu. Un être unique, avec sa propre conscience qui dit « moi je » et qui se sent différent du groupe. Et juste en face, on a la société. Attention, hein, la société ce n'est pas juste un tas de gens mis les uns à côté des autres. Non, c'est une structure, une organisation complexe avec ses règles, ses lois, sa culture, sa langue. C'est en quelque sorte l'environnement humain dans lequel chacun de nous est plongé dès la naissance. Et donc, on arrive au cœur du problème, à notre fameuse problématique. D'un côté, il y a mon désir d'être moi-même, unique, libre. Et de l'autre, il y a les règles du jeu collectif, les normes à respecter. Alors, comment on fait cohabiter les deux? Comment être soi-même, tout en faisant partie d'un groupe, sans que l'un n'écrase l'autre? C'est la grande question qui va nous guider. Allez, on attaque la première partie de notre raisonnement, la thèse. Et si on explorait une idée assez radicale, l'idée que peut-être l'individu n'est pas si libre que ça, et si en fait nous étions de A à Z façonnés, modelés, créés par la société qui nous entoure. Pour développer cette idée, on a un penseur de taille, Karl Marx. Écoutez bien ce qu'il nous dit. Pour lui, ce qui définit vraiment une personne, son essence, ce n'est pas quelque chose de caché au fond d'elle, pas du tout. C'est, je cite, l'ensemble des rapports sociaux. Autrement dit, dis-moi quelles sont tes relations, ta place dans la société, et je te dirai qui tu es. Notre moi ne serait que le reflet de nos liens avec les autres. D'accord, mais comment ça marche concrètement? Comment la société s'y prend-elle pour nous former? Eh bien, elle a des outils très puissants. D'abord, l'éducation, bien sûr. C'est elle qui nous sort de l'animalité pour nous faire entrer dans l'humanité. Il y a aussi la culture qui nous donne nos valeurs, nos repères, et puis le langage. La langue que l'on parle façonne notre façon même de penser. Et enfin, bien sûr, les lois et les normes qui encadrent toutes nos actions. Le sociologue Émile Durkheim va même encore plus loin. Il nous parle du fait social. Pour lui, la société est comme une force extérieure, une puissance invisible qui pèse sur chacun de nous et qui nous contraint. Et le plus fou, c'est que la plupart du temps, on ne se rend même pas compte. On a l'impression de faire des choix personnels, alors qu'en réalité, on suit des chemins tout tracés par le groupe. Bon, cette idée qu'on ne serait que des marionnettes, c'est un peu extrême, non ? C'est pour ça qu'il nous faut maintenant une antithèse. On va complètement renverser la perspective et se demander « et si la société, loin de nous accomplir, était en fait une prison? Une menace pour notre authenticité ?» Et pour cette critique, on va s'appuyer sur Jean-Jacques Rousseau. Pour lui, c'est très clair. La vie en société nous dénature. On passe notre temps à jouer un rôle, à chercher l'approbation dans le regard des autres. On n'est plus soi-même, on devient ce que les autres attendent de nous. C'est le règne de l'apparence, du masque social. Un exemple très fort de cette pression sociale, c'est le concept d'aliénation, qu'on retrouve encore une fois chez Marx. Être aliéné, ça veut dire devenir étranger, à soi-même. Marx l'applique surtout au monde du travail. L'ouvrier dans l'usine n'est plus qu'un simple rouage d'une machine qui le dépasse. Son travail perd tout son sens, il lui devient étranger, et au final, c'est son humanité même qui lui est volée.
Pour que ce soit bien clair, Marx décompose cette aliénation en 4 niveaux. D'abord, l'ouvrier devient étranger aux produits qu'il fabrique. Ensuite, il est étranger à son activité de travail, qui n'est plus qu'une corvée. Plus grave encore, il devient étranger à sa propre nature humaine, à sa capacité de créer. Et enfin, la concurrence le rend étranger aux autres. C'est une perte d'identité totale. Alors, récapitulons. On a une première idée, la société nous crée. Et une deuxième idée, la société nous détruit. On est un peu bloqué là. C'est tout l'objectif de la troisième partie, la synthèse. On ne va pas choisir un camp, on va essayer de dépasser cette opposition pour montrer que les deux sont en fait profondément liés. Et pour ça, retournons voir Rousseau. Il fait une distinction qui est absolument cruciale. Il y a la liberté naturelle, c'est faire tout ce qui nous passe par la tête sans aucune limite, c'est la loi du plus fort. Et puis il y a la liberté civile, celle qui n'existe qu'en société. Certes, elle est limitée par la loi, mais en contrepartie, elle est protégée, garantie pour tous. C'est une liberté bien plus élevée, la vraie liberté humaine. En sociologie, on retrouve ce débat entre deux grandes approches. Le holisme de Durkheim, qui dit que c'est le groupe qui prime sur l'individu, et l'individualisme de Weber, qui dit que ce sont les actions des individus qui, en s'additionnant, créent la société. La vérité, elle est sûrement entre les deux. C'est un dialogue permanent. La société nous influence, et en même temps, par nos actions, nous l'influençons en retour. Et la formule parfaite pour résumer tout ça, on la doit au philosophe Kant, c'est une expression géniale, l'insociable sociabilité. Ça décrit parfaitement le paradoxe de l'être humain. On a un besoin fondamental des autres pour exister, mais en même temps, on a une tendance tout aussi forte à l'égoïsme, à vouloir s'affirmer seul. Et pour Kant, c'est cette tension, ce conflit permanent qui est le vrai moteur du progrès. Bien, il est temps maintenant de faire le bilan de toute cette réflexion. Au final, qu'est-ce qu'on doit retenir ? Le point le plus important, c'est celui-ci. Il faut arrêter de penser l'individu contre la société. En réalité, ils se construisent l'un l'autre. Il n'y a pas d'individu véritablement humain en dehors de la société. C'est elle qui nous donne les outils de notre liberté. Mais, et c'est un mais crucial, l'individu doit toujours garder son esprit critique, sa vigilance, pour que la société ne devienne pas une prison. Tout est une question d'équilibre. Voilà pour la partie purement philosophique. Maintenant, on passe à du très concret, du très pratique, la méthode pour cartonner en dissertation le jour du bac. C'est absolument essentiel, alors soyez attentifs. L'introduction, c'est la moitié du travail. Une bonne introduction doit absolument contenir ces 4 étapes. Premièrement, une accroche, pour capter l'intérêt. Deuxièmement, la définition précise des termes du sujet, comme on l'a fait au début. Troisièmement, la formulation de la problématique. Et enfin, quatrièmement, l'annonce claire et nette de votre plan. C'est votre contrat de lecture avec le correcteur. Prenons un exemple de sujet. Faut-il défendre l'individu contre la société ? Votre plan en 3 parties coule de source. Thèse. Oui, il faut le défendre, car la société est une menace. On parle du conformisme, de l'aliénation. Antithèse. Mais attention, la société, c'est aussi ce qui nous protège et nous construit. On parle de l'éducation, de la sécurité. Et la synthèse, pour dépasser l'opposition, le vrai combat n'est pas d'être contre la société, mais de rester un individu critique au sein de la société pour l'améliorer. Et voilà, on arrive au bout de notre parcours. Je vous laisse avec cette question finale qui résume tout notre débat. La société, est-ce qu'elle est la limite de notre liberté ou au contraire la condition même pour que cette liberté puisse exister ? La réponse est sans doute dans la tension entre les deux. Merci pour votre attention et surtout bon courage pour les révisions. Ne lâchez rien.